Hey, je suis trop contente et excitée de tourner cette vidéo parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur, comme toutes les vidéos en particulier où je peux mettre en avant des personnages qui m'ont marqué, parce que quand j'apprécie une lecture, c'est principalement en général grâce aux personnages, à mon attachement envers eux, envers leurs relations et tout. Pour cette vidéo là, on va les consacrer à des personnages féminins que j'ai trouvé hyper intéressantes, hyper attachantes, hyper limite bouleversantes parfois. J'ai trop hâte de vous le présenter. Au programme, on a de la badasserie, on a de l'humour, on a de la fraîcheur, on a de l'émotion, on a de la grandeur d'esprit, et en même temps ça me permettra de vous présenter peut-être aussi des œuvres qui sont liées à ces personnages féminins là. Et bah voilà, on commence. Et désolée d'avance pour la luminosité qui peut devenir de plus en plus dégueulasse parce que là le soleil est en train de se coucher. Pour commencer, je voulais faire une mention spéciale. Ça fait longtemps que j'ai lu les livres et du coup j'ai pas grand chose à en dire à part que je l'adore et que je voulais la mettre en avant. Il s'agit de Reyna, qui est un personnage des Héros de l'Olympe, qui est la deuxième saga de l'univers de Percy Jackson. Et Reyna, grosso modo, c'est la leader du camp des sans-mêlés romains. Voilà, en fait, voilà, je vais juste la mettre en avant. J'ai vraiment pas grand chose à dire, mais juste qu'elle est super forte, que j'ai adoré son évolution, que j'ai adoré ses relations avec les autres, enfin, vraiment sa relation avec Nico qui est mon personnage préféré parmi tout roman confondu. Évidemment que j'avais aimé Reyna vu son développement, notamment dans le dernier tome des Héros de l'Olympe. Merci, juste merci, et je l'adore et je trouve qu'elle mérite plus de reconnaissance. Ensuite, en 11e position, j'ai mis Déborah de Justice ton Soleil. Alors, c'est une héroïne qui m'est très précieuse parce que quand j'ai commencé Justice ton Soleil, j'étais partie avec énormément de préjugés. Déjà avec le titre qui me paraissait un peu niais. J'étais en mode ok, on se situe dans un lycée, on suit des ados, ça va être, je sais pas, des découvertes de premier amour mais hyper cliché. Je sais même pas pourquoi j'ai emprunté ce livre-là. Et en partant à la rencontre de Déborah, j'ai été hyper agréablement surprise parce que Déborah, elle se révèle être une héroïne hyper rafraîchissante, hyper drôle. Elle a du sarcasme, elle a de l'humour, elle a du répondant, elle est super drôle, vraiment c'est l'une des héroïnes les plus hilarantes. J'ai adoré son évolution aussi avec son amitié avec son meilleur ami qui est super pur, et surtout elle est en période de transition de la fin de l'adolescence à l'âge adulte parce qu'elle est en terminale, et du coup ses questionnements, ses réflexions peuvent être très résonnantes, et aussi elle se situe dans une situation familiale assez compliquée qui va lui permettre de gagner en maturité, en force d'esprit, en courage pour devenir à son tour elle-même un pilier pour ses parents, notamment sa relation avec sa mère, et c'était vraiment beau parce que ça aborde pas mal de questions assez complexes. En tant que jeune adolescent, on peut vraiment être déboussolé face à ça. Et je trouve que Déborah, elle s'en est sortie à merveille, et surtout quand tu comprends le sens du titre, c'est vraiment l'un des titres les plus beaux, les plus précieux ever. Du coup, le fait que j'étais partie de préjugés à un attachement aussi sincère et aussi profond pour l'héroïne, je trouve qu'elle méritait du coup d'être dans ce top là, même si sa 11e position, c'est pas vraiment dans le top 10, mais sachez que vraiment elle était super cool à suivre comme héroïne, et je veux des héroïnes aussi géniales qu'elle, aussi divertissantes, aussi fortes et aussi rafraîchissantes. Ensuite, à la 10e place, j'ai mis Abigail de Jacobi, qui est une saga un peu à la Sherlock Holmes. Et Abigail, c'est en gros le Watson de Sherlock Holmes, qui est ici Jacobi, qui est un enquêteur du paranormal. Et en gros, Abigail, elle se situe dans une société très patriarcale. Dans la bourgeoisie, on attend de la femme qu'elle se marie, qu'elle, je sais pas, qu'elle passe son temps à broder, à coudre, à faire des enfants et tout. Et Abigail, elle va se détacher de tout ça pour s'émanciper de cette société patriarcale et construire son propre chemin, sa propre destinée. Et sa route va croiser celui de Jacobi, qui est un personnage très excentrique, qui mène des enquêtes sur les choses paranormales et tout. Et même si Abigail, elle est pas sensible au paranormal, elle va quand même le suivre, et ça va l'emmener dans des péripéties mais dangereuses, mortelles, mais elle va le suivre quand même. Et ce que j'adore avec Abigail, c'est que déjà elle est hyper rafraîchissante, et que du coup, vu son parcours en tant que femme qui se veut indépendante, il y a du coup un message assez féministe, mais c'est fait de façon naturelle, c'est pas forcé, t'es pas en mode oh regardez elle est badass, elle fait plein de trucs badass et tout, elle a peur de rien. Tu sens cette vibe de féminisme, mais ça reste hyper rafraîchissant, hyper naturel, hyper subtil. Et surtout Abigail, ce que j'adore, c'est que du coup elle se rapproche de Jacobi, qui est un peu comme son maître, limite un peu comme une figure fraternelle, paternelle, et elle se laisse influencer
très vite par son excentricité, par son exubérance, par son sarcasme premier degré. Elle gagne en répartie, elle gagne en humour, mais ça me fait tellement rire. Aussi, il y a une petite romance avec Abigail. Alors normalement, ce genre de romance, ça devrait me déranger parce que c'est assez rapide, mais je trouve que c'est trop mignon, c'est juste tellement rafraîchissant, c'est pas prise de tête, et du coup voilà, j'ai adopté les deux tourtereaux. Et voilà, Abigail, c'est vraiment une héroïne hyper sympa, hyper cool à suivre, et j'adore comment elle gagne en maturité, et voilà. En 9ème position, j'ai mis l'héroïne du webtoon True Beauty, Jo Kyung, je sais pas comment on prononce, je suis désolée. C'est un webtoon de romance coréen où t'as l'héroïne qui a l'habitude d'être harcelée à cause de son apparence physique qui correspond pas aux normes de la société coréenne. Et du coup, elle a appris à se maquiller pour cacher cette apparence-là et s'en sortir dans la société. Après on le voit à des kilomètres que c'est un message sur l'acceptation de soi, sur l'amour de soi, la beauté intérieure. Mais en fait c'est mené de façon hyper riche à travers l'héroïne, vraiment le parcours de l'héroïne. J'ai trouvé assez surprenant parce que comme c'est une romance avec un triangle amoureux, j'étais partie, encore une fois d'accord, avec des préjugés. Mais en fait c'est beaucoup plus poussé et beaucoup plus réaliste et relatable que ça. Parce que c'est pas grâce au regard des mecs qu'elle va apprendre à s'aimer elle-même, vraiment pas. En fait, comment elle va apprendre à s'aimer elle-même, c'est déjà ardu, c'est très progressif, c'est très lent, c'est grâce aux liens qu'elle tisse avec les autres, au développement de ses relations avec les autres, aux histoires, aux expériences qu'elle partage avec les autres, et tout ça va nourrir ses réflexions à elle, va nourrir son expérience personnelle pour lui permettre de sortir de ses complexes, de vraiment voir sa véritable beauté intérieure, et c'est fait de façon tellement riche et tellement humaine. Ça donne lieu à des arcs où elle apprend à se connaître en aidant les autres, en allant à la rencontre des autres, tout en restant authentique, tout en restant sincère, naturelle avec elle-même. Et surtout déjà ça brise aussi le fait que qui dit maquillage dit être superficiel ou quoi. Non, vraiment le maquillage ici, elle s'en sert pour se rapprocher des autres, par exemple pour les aider, et c'est fait de façon, mais c'est tellement beau parce que en les aidant eux, ça va lui permettre de réfléchir sur sa situation à elle, sur ses actions à elle, en résonance avec le destin des autres qui vont l'aider elle-même à s'accepter elle-même. Est-ce que je suis trop brouillonne ou pas? Oui, peut-être, mais tout ça pour dire que c'est tellement fort et c'est vraiment une expérience humaine qu'elle mène, surtout qu'on peut vraiment s'identifier à ce qu'elle véhicule, les doutes, les questionnements qui l'assaillent. Genre il y avait des arcs, des réflexions à elle qui m'ont fait chialer parce que je me reconnaissais, parce que je me sentais un peu représentée en quelque sorte, et c'était beau. Et puis aussi il y a des arcs mais tellement humains qui abordent beaucoup de choses, qui montrent à quel point l'héroïne elle est forte moralement parlant, elle a une force d'esprit, elle a une persévérance, elle est juste tellement attachante, et surtout elle est aussi hyper drôle, mais genre elle fait des grimaces et tout, mais genre ça me fait trop rire, tu vois. Et aussi on peut vraiment s'identifier à elle parce que du coup elle est dans la vingtaine et elle s'interroge sur son avenir, sur ses projets professionnels, elle est assez perdue, elle a pas mal de questionnements par rapport à ça, et j'étais en mode mood, je suis pareil. Et même au niveau de la romance, en fait c'est un triangle amoureux, mais je trouve que c'était très bien représenté parce que c'est toujours dans le respect. Par exemple elle sort avec un mec et c'est seulement quand elle rompt avec ce mec là qu'elle va se rapprocher de l'autre mec, mais tu sais pas de façon forcée parce que en fait ils étaient déjà potes depuis le début, du coup voilà ça se fait naturellement. Et puis en plus à sa place je saurais pas choisir entre les deux mecs, vraiment moi je changeais tout le temps de camp, j'étais team l'autre, tu vois, c'était horrible, et du coup je sais pas comment elle s'en est sortie. Je trouve que son parcours pour s'accepter comme elle est, c'est hyper réaliste parce que ça prend son temps et qu'il y a pas mal d'embûches et que tu peux grave te reconnaître, et bref c'était super cool. Ah ouais, j'ai oublié de le préciser, mais l'histoire de l'héroïne ça prône vraiment le girl power dans le sens où l'héroïne elle se lie d'amitié avec les autres filles, elle les encourage, elle les admire, elle les aide, elle les soutient, que ce soit en les aidant à acquérir plus de confiance en elle, par exemple en les aidant à se maquiller ou quoi, ou alors elle les admire pour leur beauté, pour leur force, pour leur qualité, sans jamais tomber dans la jalousie malsaine, parce que même si elle manque de confiance en elle, elle va pas être jalouse, envier les autres ou quoi, mais de façon obsessive. Non, ça va pas l'empêcher de vraiment admirer, de vraiment aimer les autres, de s'extasier parce qu'elles sont trop belles ou quoi, et genre c'est des petits détails mais c'est tellement rafraîchissant de voir. Il y a des amitiés avec les autres filles où elles s'entraident dans des arcs où t'as même pas de love interest qui survient pour sauver la situation ou quoi, non. L'héroïne, c'est vraiment l'héroïne, c'est vraiment celle qui a la capacité à aller aider les autres sans avoir besoin qu'un mec soit derrière elle pour voilà assurer ses arrières ou l'aider ou la sauver carrément, comme dans pas mal de shoujo parce que c'est fantasme du chevalier servant quoi. Non, là le chevalier servant
c'est l'héroïne. Réciproquement, il y aura des gens qu'elle a aidé, qui vont l'aider à son tour, et c'est magnifique, et c'est ce genre de relations qui sont hyper précieuses, et voilà. À la 8e position, j'ai mis un genre d'héroïne que j'adore. Vraiment, c'est le genre de personnage en général qui me fait beaucoup trop fondre, qui me rend hyper fragile, hyper sensible, je peux pleurer très facilement. Il s'agit de Arca, l'héroïne de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Arca, c'est une jeune fille d'une douzaine d'années qui a subi déjà beaucoup de choses malgré son jeune âge, qui a subi des guerres, qui a perdu des proches, qui a dû fuir son foyer. Du coup, c'est des choses vraiment dures, mais ce qui me touche avec ce genre de personnage, c'est qu'ils arrivent à garder une pureté en eux, une lumière, une positivité qui les rend mais tellement rafraîchissants et aussi qui montre une force d'esprit, un courage. Ça m'impressionne, je les admire et ils me font fondre parce que je suis en mode, ils sont tellement jeunes, ils ont déjà vécu tellement de choses, ça aurait pu vraiment les détruire, ça aurait pu les isoler du monde, les faire perdre foi en la vie, en l'humanité, en la bonté des gens ou quoi. Non, ils restent quand même genre ouverts aux gens, ils restent quand même profondément bons, gentils et en même temps ça leur fait acquérir une forme de sagesse, de maturité qui permettent aux autres de relativiser sur les choses. Ils incarnent des leçons de vie en quelque sorte et une force intérieure qui est tellement admirable et tellement émouvante à voir. Et du coup Arca c'est totalement ça, elle a perdu tellement de choses mais elle perd pas son espoir de trouver une famille, de trouver un foyer qui l'accepte et c'est ça qui la rend tellement admirable et tellement émouvante et qui me faisait chialer dans cette duologie parce que c'est tellement pur et c'est voilà, c'est juste tellement beau. Elle devient une disciple d'un jeune maître qui est très grincheux, très bourru, tu vois, au début qui est hyper condescendant, mais même sa lumière à elle a réussi à toucher, à réchauffer le cœur de l'autre et c'est juste c'est tellement mignon et vraiment c'est ma fille, je l'adopte et en même temps c'est mon mentor dans la vie, ben, bref voilà. En 7e position, alors j'aurais pu interchanger entre Arca et ce personnage féminin là, mais voilà, fallait faire un choix. Vraiment, ça se joue à rien. J'ai voulu mettre un personnage féminin de Dark Rise, Violette. Bon, il y a des bouts de scotch parce que j'ai dû le détacher d'ici, mais voilà, faites pas trop attention. C'était des cartes de tarot qu'on pouvait avoir en précommande de Dark Rise, et du coup je suis trop contente parce que déjà j'adore, elle est trop belle. Et Violette, vraiment pour moi c'est le personnage le plus intéressant, le plus abouti dans ce tome 1 là, vraiment. On parle tout le temps de Will, de Giles parce qu'on adore la romance et tout, mais Violette elle est là, c'est une badass, c'est une warrior, elle est géniale. Elle est la plus intéressante je trouve du tome 1 parce que déjà son histoire avec son héritage biologique, où elle se démène avec ça, où elle essaie de se détacher, de s'émanciper de ça, pour forger ses propres valeurs, pour suivre son propre chemin, sa propre destinée. Déjà c'est hyper admirable. Ensuite elle a une situation familiale hyper angsty et moi j'adore ce genre de choses où il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes, de révélations et tout, c'était trop bien, ça me tenait en haleine. Elle développe plusieurs relations qui sont hyper intéressantes, qui touchent un peu à mes cordes sensibles, genre elle devient un peu une disciple de Justice, elle devient un peu un enemies to friends avec Cyprian, j'adore leur relation vraiment, genre leur petite pique, les petites réparties, la loyauté, la fidélité qu'ils développent au fur et à mesure, c'est trop cool. Et surtout, la relation centrale pour moi du tome 1 avec Will, son amitié avec Will, mais genre amitié gold. Ils sont à un stade de leur vie où ils ont jamais réussi à nouer de véritables relations amicales, du coup ils savent pas trop comment faire, ils essaient de se dépatouiller, ils sont très maladroits l'un envers l'autre, il y a cette gêne, mais en même temps ils arrivent à développer une loyauté de plus en plus forte qui donne lieu à des moments méga badass, méga touchants. Vraiment à la fin, au niveau de leur loyauté et tout, mais franchement j'étais Queen, je l'adore. Mais vraiment j'adore leur amitié. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant que Violette, c'est une héroïne, mais voilà, elle soit pas cantonnée à une romance ou quoi, tu vois. Non, elle développe des relations plus fortes que ça et beaucoup plus significatives et importantes. J'ai très hâte de voir son évolution par la suite. J'espère qu'elle va pas trop souffrir. En 6e position, alors je devrais le mettre dans le top 5 parce que cette héroïne, ce personnage, enfin, il s'agit de Francis dans Radio Silence. Alors Francis, je pense que c'est le personnage auquel je m'identifie le plus ever. En fait, quand je le lis, j'ai l'impression que l'autrice, elle parle de moi. Et ce personnage-là m'a permis de faire une rétrospection, limite une thérapie psychologique
sur moi-même. C'est un truc de dingue quand tu rencontres ce genre de personnage. Déjà Francis c'est une excellente élève et du coup on va aborder la question du prestige social, de la pression scolaire exercée par la société. Où tu sais on se dit que bah si t'es une excellente élève, ça veut dire que tes capacités, ton potentiel réside dans le fait de réussir scolairement et du coup tu es voué à un destin de grandes études, à aller dans une grande université. Et en fait Francis elle va suivre ce destin parce qu'elle se dit en dehors de ça j'ai pas d'autres personnalité, tu vois, j'ai pas d'autre potentiel, autant exploiter ce potentiel là un maximum et je vais pouvoir réussir dans la vie et me faire une place pertinente, obtenir un rôle adéquat dans la société. Petit à petit elle va s'émanciper de ces préjugés là pour explorer sa propre richesse intérieure, pour explorer ses autres capacités, son propre potentiel en dehors de la cage que la société veut imposer, celle vraiment de la réussite scolaire et tout, pour vraiment se découvrir elle-même, acquérir de la confiance en elle. J'ai trouvé que c'était hyper inspirant, que c'était hyper rafraîchissant, que c'est même aussi très important parce que il y a des jeunes qui peuvent se limiter à une seule chose, qui peuvent définir leur propre valeur aux notes qu'ils ont à l'école, alors que c'est pas du tout représentatif du potentiel qu'ils ont personnellement. Et du coup c'était déjà hyper important. Aussi elle est introvertie. J'adore en général comment Alice Oseman dépeint l'introversion parce que tu sens qu'elle aussi est introvertie et qu'elle comprend, elle fait face aux préjugés qu'on a vis-à-vis des introvertis, vis-à-vis d'elle, parce que du coup on la limite à une intello qui a pas grand chose à partager, alors que Francis elle est hyper créative, elle peut partager beaucoup de choses si c'est avec des bonnes personnes. Et du coup quand elle rencontre son platonic soulmate Aled Last, Francis elle se lâche en fait, elle devient hyper ouverte, hyper drôle, elle devient explosive et tout. Et c'est ça les introvertis, c'est pas des grands timides H24. Une fois qu'ils trouvent les bonnes personnes, mais tu peux plus les réfréner en fait. En limite tu regrettes la fois où ils étaient encore timides, où ils étaient encore réservés ou quoi, parce que franchement voilà, moi je suis dans ce cas là, quand je trouve les bonnes personnes je suis insupportable. Ça brise les préjugés que les gens peuvent avoir vis-à-vis des gens introvertis. Genre le nombre de fois on m'a dit mais pourquoi tu parles pas, comment tu fais dans la vie si tu parles pas et tout. Mais juste ferme ta bouche, je veux pas juste parler à toi. Et aussi ce que j'adore c'est que Francis c'est pas une héroïne qui est intéressée par l'amour, et en fait sa relation la plus importante c'est son amitié avec Aled Last. Et moi ça a résonné en moi parce que moi ce qui me touche le plus dans la vie c'est pas la romance mais c'est l'amitié. Ça c'est très rare que l'amitié prenne le pas sur la romance, surtout dans la vie d'une héroïne. Et du coup c'est juste tellement représentatif de moi et je suis tellement reconnue en elle et je l'adore. Ensuite on se trouve dans le top 5. Alors vous allez voir le numéro 5, vous allez vous dire mais pourquoi t'as mis elle, ce monstre, et pas genre l'héroïne auquel tu te reconnais et tout. Peut-être que je me reconnais un peu dans le numéro 5. Non je rigole, je me reconnais pas du tout. Ne dénoncez pas la police. Rin de The Poppy War, j'étais obligée de la mettre aussi haute. Elle a rehaussé mes standards en termes d'anti-héroïne, d'héroïne moralement grise, voire très noire, à un niveau inatteignable. Vraiment, en fait quand je me confronte maintenant à des héroïnes qui sont un peu décrites comme moralement grises et tout, je suis en mode c'est léger. Rin elle m'a fait éprouver tellement d'adrénaline, tellement d'effroi, de surprise, de choc, d'horreur, d'angoisse parfois, parce que Rin elle est capable de tout, elle est cap de tout. Et en fait tu sais jamais à quoi t'attendre avec elle parce que tu penses qu'à un moment elle va se limiter à des choses parce que tu te dis non mais là c'est trop, tu vois, genre elle peut pas dépasser ce seuil d'humanité pour se déshumaniser autant. Et après elle le fait et t'es en mode mais Rin mais qu'est-ce que tu fais? T'es hyper frustrée parce que moralement c'est pas bien, mais en même temps t'es satisfaite parce que t'es en mode ok elle est imprévisible, c'est méga audacieux de la part de l'autrice d'aller aussi loin, et du coup tu sais pas à quoi t'attendre et du coup genre tu te laisses emmener. Et cette dose d'adrénaline quoi, vraiment c'était incroyable. Avec Rin l'autrice elle veut montrer comment une personne de basse extraction en quelque sorte peut devenir quelqu'un de hyper tyrannique comme un peu Mao Zedong. C'est hyper intéressant de voir la descente en enfer notamment psychologique de Rin, comment elle se transforme, comment elle devient hyper barbare, elle se déshumanise complètement, mais en même temps cette déshumanisation est une preuve de son humanité dans le sens
sens où ça montre qu'elle est vulnérable, qu'en fait elle se rattache à son désir de pouvoir, d'ambition, d'aller toujours plus loin parce que elle peut plus reculer après tout ce qu'elle a fait, et en même temps elle veut plus se confronter à ce sentiment de faiblesse, de vulnérabilité, surtout en étant une femme dans un univers complètement sexiste, patriarcal et tout. Et du coup ça l'auto-détruit, ça détruit tout autour d'elle. C'est hyper fascinant, je trouve que c'est hyper bien développé, et en fait même si Rin c'est pas un personnage auquel j'ai été attachée émotionnellement parlant, mais juste qu'elle est hyper fascinante. Et ce que j'adore, c'est que sa relation principale c'est une amitié avec Kitai, et Kitai c'est en quelque sorte la seule barrière, la seule limite humaine que Rin se refuse de surpasser, de surmonter pour se déshumaniser complètement. Après peut-être que par la suite elle va complètement dépasser cette limite, voilà, je vous laisse le découvrir. C'est hyper intéressant de voir leur relation, leur dynamique, qu'est-ce que ça apporte à Rin et comment Rin elle détruit aussi Kitai. C'est horrible, c'est tragique, mais j'adore les amitiés angsty, et du coup j'étais... Et même en termes de romance, Rin, The Poppy War c'est pas une romance. En fait j'ai l'impression que sur TikTok on met beaucoup en avant le OTP, le ship dans The Poppy War, mais je vous jure, si vous attendez à une romance, mais ne lisez pas The Poppy War, parce que la romance elle est complètement twistée, c'est même pas une romance, ça reste platonique, parce que Rin elle est beaucoup trop psychopathe. C'est un monstre, elle s'en fout de l'amour en fait. Ce qu'elle veut c'est d'acquérir du pouvoir, devenir puissante, et c'est ça que j'adore, je trouve ça en quelque sorte rafraîchissant, parce que au moins c'est pas en mode ouais l'amour c'est plus fort que tout, non 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 non. En temps de guerre, non l'amour tu fais quoi avec ça, c'est bousillé par la guerre aussi. L'autrice elle n'hésite pas à oser rendre son héroïne antipathique. En fait l'autrice elle s'en fout si t'aimes ou pas Rin. Je trouve que c'est hyper audacieux parce qu'il y a des auteurs et des autrices qui te forcent à aimer leur personnage et ça se sent et c'est horrible. Alors que Rin, tu la détestes en vrai, moralement, mais en même temps elle est tellement fascinante et c'est trop satisfaisant de la suivre parce que c'est un monstre et c'est super original et audacieux. Et du coup voilà, si vous voulez ce genre d'héroïne, lisez The Poppy War. En quatrième position, j'ai mis Yenli dans Motatsuche. Ça a été traduit en français par le grand maître de la cultivation démoniaque, un truc comme ça. Ça c'est l'exemplaire anglais. Et en bonus, si vous voulez, la version taïwanaise, absolument magnifique. Non mais regardez, c'est trop beau, c'est trop satisfaisant. Voilà. Le chinois traditionnel c'est la vie. Bref voilà où j'en étais. Yenli en gros c'est la grande sœur adoptive du héros Wei Wuxian. Dès le début tu sais qu'elle est morte. Pendant une grosse partie du roman c'est un retour en arrière dans le passé de Wei Wuxian où tu rencontres les personnages auxquels il fait allusion brièvement au début. Tu arrives à mettre un visage, une histoire, un développement sur les noms cités au début. Quand j'ai commencé Motatsuche, j'avais pas l'habitude des noms en chinois et du coup quand Wei Wuxian nous citait tel personnage, oh il est mort et tout, genre j'en avais rien à foutre. Quand on arrive dans le passé de Wei Wuxian et qu'on rencontre Yenli, j'étais en mode oh je l'adore et tout, elle est trop cool, j'espère la revoir dans le futur, enfin dans le présent du coup. Et après tu vois sa mort. Voilà, à vraiment ce procédé où dès le début tu sais que le personnage va mourir et qu'après t'as des flashbacks pour montrer comment il est mort, mais c'est horrible parce que t'as le temps de t'attacher à lui, c'est horrible vraiment. Je me rappelle pas de tout avec elle parce que ça fait longtemps que j'ai lu Motatsuche, mais de ce que je me rappelle c'est qu'elle m'a profondément émue par son rôle en tant que grande sœur pour Wei Wuxian, parce que Wei Wuxian en gros il va devenir un maître de la cultivation des forces démoniaques et du coup il va être de plus en plus mal vu. Il y a des rumeurs hyper néfastes, hyper sauvages, hyper violentes qui circulent autour de lui et qui forgent une réputation vraiment très barbare. Mais Yenli elle sera toujours à ses côtés pour soutenir, et même quand elles sont séparées par différentes circonstances, elle se soucie toujours de lui comme de son petit frère. Yenli c'est le soutien de Wei Wuxian, c'est avec elle que Wei Wuxian il peut se permettre encore d'être insouciant, de se conduire un peu comme un enfant. C'est auprès de Yenli que Wei Wuxian il trouve un semblant de chaleur maternelle et c'est juste tellement beau. Et quand du coup Yenli elle meurt, et sa mort elle est absolument dévastatrice, je me rappelle juste de la mise en scène dans le drama The Untamed qui est disponible je crois en intégralité en VOSTFR sur YouTube. Tu sens combien sa mort affecte Wei Wuxian même dans le présent. Et c'est très bien montré dans le drama. Il rajoute déjà des scènes entre Yenli et Wei Wuxian pour mettre en avant encore plus la puissance, la force de la relation et des relations fraternelles aussi fortes. C'est très rare je trouve. Quand j'ai commencé j'étais en mode ok c'est un boys love, du coup ça centrait sur la romance, mais pas du tout. Il y a tellement d'autres relations, des relations familiales, amicales, mais juste tellement
poignante, tellement bien développée, tellement bouleversante. Et parmi celles-là, il y a Yenmi et Wei Wuxian. Et il y a des scènes dans le drama, mais comment l'acteur de Wei Wuxian, il incarne son amour, son deuil qu'il a pour sa grande sœur, c'est juste magnifique et tellement bouleversant. Elle n'hésite pas à se confronter aux autres et même être en danger son mariage pour défendre l'honneur, la fierté de Wei Wuxian quand on médit sur lui. Et non mais Yenmi, incroyable, juste... Elle est magnifique quoi. Et des scènes, c'est tellement beau avec la soupe et tout. Bref, je vous conseille vraiment Da Su Shi pour ce genre de personnage vraiment magnifique et ce genre de destin tragique et tout. Vraiment l'autrice elle est très forte par rapport à ça. Ensuite, en troisième position, j'ai mis un personnage féminin de la même autrice, mais issu d'une différente saga. Jinwan Sefu, Heaven Official's Blessing. Ici, je vais présenter la déesse de la pluie, qui est Yushorang. Elle apparaît très peu. Elle est très en retrait, mais ça fait son charme, je vais vous l'expliquer pourquoi. Dedans, on a un cast de dieux et de déesses. Et Yushorang, c'est la seule qui mérite son appellation de déesse. Parce que dedans, on a un cast de personnages moralement gris, voire hyper corrompus, avec plein de dramas, de angsty, de guerres, de combats, de conflits, de disputes, de trahisons. Et mon dieu, quelle trahison, voilà. Et au milieu de tout ça, t'as Yushorang, qui est pépouse, qui est même pas dans les cieux, elle s'en fout complètement du prestige d'être dans les cieux, d'avoir une vie de luxe ou quoi. Non, elle est sur terre, en train de cultiver ses champs dans sa petite ferme. Elle est tranquille avec ses plantes. Déjà avec son comportement iconique, Queen, elle dégage une aura tellement chaleureuse et tellement humble. C'est ça en fait, déjà elle apparaît pas beaucoup, elle reste en retrait, mais quand elle apparaît, tu sens qu'elle est hyper humble et surtout qu'en fait, à chaque fois qu'elle apparaît, c'est pour servir une cause et c'est pour se rendre utile. Quand elle apparaît, elle sauve les autres, elle sauve la situation d'une façon ou d'une autre, mais de façon badass, mais de façon hyper naturelle, tu vois, pas en mode oh regardez elle fait des choses hyper badass, non ça reste discret, mais c'est ça qui fait son charme et qui la rend charismatique je trouve, et c'est ça que je veux dans les livres un peu féministes. Et en parlant de féminisme, ce qui la rend aussi féministe, c'est que en gros elle a une dynamique hyper hilarante avec le sexiste du cast. Vous voyez, il y a des romans où t'as la meuf facile en quelque sorte qui va sauter à gauche à droite, et dedans il y a pas ça, mais par contre t'as le mec qui remplit ce rôle, c'est le mec facile, genre le mec qui couche avec toutes les meufs. Et il assume, et il le dit lui-même, tu vois, il assume complètement. Du coup, en fait, on se fout tellement de sa gueule parce qu'il est pas à prendre au sérieux et surtout il est hyper sexiste. Et la meuf, quand elle apparaît, genre elle le sauve par exemple, alors que lui il est en mode ouais, c'est les hommes qui doivent protéger, qui doivent sauver les femmes, et elle, genre elle se débrouille tellement bien que bah en fait elle se débrouille mieux que lui, et du coup bah c'est elle qui le sauve, et ça le met dans un embarras. Ça écrase son ego, sa fierté d'une façon tellement satisfaisante, et le pire c'est que elle le fait pas exprès, tu vois, elle est juste en mode bah voilà je t'aide, mais et du coup c'est tellement satisfaisant parce que elle le fait pas exprès, c'est pas naturel, et lui il se sent mais tellement honteux, et c'est trop bien, et elle se rend même pas compte que voilà elle l'humilie Queen, et surtout qu'en fait ils ont un passif ensemble, et le passé de l'héroïne, mais en fait tu vois son passé, t'es en mode mais oui, une déesse en fait, genre iconique, elle est tellement badass, mais vraiment, et je l'adore, et voilà, c'est notre maman, c'est notre déesse. J'ai envie d'un câlin d'elle, et j'ai envie de juste vivre avec elle dans sa ferme, à cultiver des champs, du maïs, ou voilà, à parler avec les fermiers. En plus elle a un buffle qui peut se transformer en beau gosse aussi, voilà, bonus. Voilà. Ensuite pour le top 2, mes deux héroïnes préférées ever sont des héroïnes de manga. Même si vous lisez pas de manga, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce que je trouve qu'elles méritent un shout out, parce qu'elles sont tellement sous-cotées, et peut-être que ça vous donnera envie de les découvrir, de découvrir les mangas. Alors la deuxième position revient à la meilleure héroïne de shoujo ever pour moi. Je trouve que ce genre d'héroïne c'est hyper rafraîchissant parce que son arc de développement, son histoire ne tourne pas autour de la romance, et c'est trop cool. Il s'agit de Kyoko dans Skip Beat. Alors en gros, Skip Beat, ça suit du coup une héroïne. Au début, elle est assez niaise, elle est assez minuche, elle est très fleur bleue, elle est amoureuse de son amie d'enfance, et son amie d'enfance va aller à Tokyo
pour essayer de devenir un artiste de grand renom. Et elle va le suivre, elle va genre abandonner ses études pour le suivre, pour travailler à fond, pour lui permettre de vivre, de subvenir à ses besoins. Comme ça, il n'a pas à se concentrer sur ses besoins-là et il peut se concentrer sur sa carrière. Et du coup, voilà, elle se sacrifie complètement, mais comme elle est amoureuse, et bah, tu vois, ça la dérange pas. Jusqu'au jour où elle surprend une conversation où le mec avoue qu'il s'en fout complètement d'elle, qu'il se sert complètement d'elle. Et là, ça débloque quelque chose en elle et elle a envie de le défoncer. Mais elle peut pas parce que bah, en même temps si elle le tue, bah, elle met en prison, surtout que c'est quelqu'un de plus en plus connu. Et elle se dit comment je vais pouvoir me venger pour tout ce qu'il m'a fait, pour comment il m'a utilisé ou quoi. Sachant que bah, c'est un artiste. Ah bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais moi-même devenir quelqu'un du showbiz et comme ça je vais devenir encore plus célèbre que lui. Et ça va faire un coup à sa fierté, à son ego. Elle va entrer dans le showbiz en tant qu'actrice. Et Kyoko, elle est iconique, elle est absolument géniale. Déjà en fait, le switch qui survient en elle, c'est hyper hilarant parce qu'elle devient hyper vengeresse, elle est hyper creepy parfois. En fait, genre quand t'es pote avec elle, elle est hyper adorable. Vraiment Kyoko, elle est pure, elle est attendrissante, elle est trop adorable. Genre elle tient à ses amis en fait, quand elle se fait des amis, c'est un bonbon d'amour en fait. Elle est juste trop mignonne, elle est trop contente de se faire des potes, de se rapprocher des autres et tout, d'avoir une petite, je sais pas, une petite bande d'amis. Mais par contre, si tu la cherches, ah mais si tu l'enquiquines, mais elle va te faire vivre les pires enfers ever sur Terre et elle va pas te lâcher. Et vraiment, c'est trop drôle, elle est juste tellement hilarante. Déjà ça c'est badass, c'est iconique, mais en plus après avoir perdu tellement d'années à être au service d'un mec, elle va se recentrer sur elle-même, elle va apprendre à se découvrir elle-même, à découvrir, à exploiter son propre potentiel, à forger sa propre identité et surtout à apprendre à s'aimer elle-même et à voir de quoi elle est capable, et aussi à se réconcilier au niveau de la romance avec le fait d'être amoureux, parce que bah du coup quand elle a été amoureuse, elle a été trahie, elle a été utilisée et du coup elle a peur de re-aimer de nouveau. On a toute cette arc au fil du roman où elle essaye voilà de réaccepter ses sentiments quand elle va tomber amoureuse d'une autre personne, et en même temps je trouve ça hyper réaliste. Et c'est fait de façon très progressive. Du coup, ce que j'adore dans ce manga, c'est que la romance, c'est pas au centre du développement du personnage, c'est vraiment l'amour de soi et l'acceptation de soi. Et c'est délivré de façon tellement rafraîchissante et tellement belle. Et tu sais, dans le monde du showbiz et tout, du coup, c'est assez intéressant d'exploiter ce genre de milieu. Et ensuite, en première position, cette place ne pouvait revenir à personne d'autre que cette héroïne-là, qui est mon héroïne préférée depuis bientôt, waouh, 10 ans. Il s'agit de Kagura dans Gintama, Gintama qui est aussi le manga qui a changé ma vie, qui est mon manga préféré ever et je pense pas qu'il sera détrôné un jour. C'est le genre d'héroïne un peu comme Arca, enfin beaucoup comme Arca, dans le sens où c'est une jeune, c'est une alien en gros, mais on voit pas trop, mais bref, c'est une jeune fille qui a vu son foyer éclater devant ses yeux avec son grand frère qui a essayé de tuer son père, avec sa mère qui est décédée, et du coup son frère et son père qui sont partis je sais plus où, et elle du coup de base elle est sur notre planète et elle va venir sur Terre dans l'espoir de trouver une nouvelle famille, de nouveaux amis, de créer de nouveaux liens. Déjà ce qui est fort avec Kagura, c'est qu'elle vient d'un clan qui s'appelle les Yato, et c'est un clan qui est plutôt gouverné par des pulsions sanguinaires, qui vit pour la violence, pour le combat, et c'est dedans en fait qu'ils cherchent leur épanouissement, qui cherchent le renom, le prestige. Et Kagura, elle essaie de se détacher de tout ça pour mettre sa force surhumaine au service des autres, pour voilà, créer des liens, pour se rapprocher des autres. Et déjà je trouve que c'est quelque chose de tellement fort parce qu'à un si jeune âge, elle arrive à prendre du recul, à acquérir tellement de maturité pour ne pas se laisser gouverner par ses pulsions, par ses instincts biologiques,
pour surpasser tout ça et créer sa propre identité dictée, gouvernée par des valeurs beaucoup plus solides. Et surtout c'est un personnage qui, comme Arca, elle n'a pas perdu de sa pureté, elle n'a pas perdu de sa lumière, de sa positivité, et même si c'est tout ce qu'elle a vécu, ses tragédies et tout, ça l'a forcée à grandir, à gagner en maturité. Elle met cette maturité, cette sagesse au service de son intégration dans le monde au lieu de le fuir, au lieu de devenir quelqu'un de vengeur, quelqu'un d'amer envers la vie, envers le monde. Et c'est une force, je trouve, incroyable, parce que Kagura, du coup, c'est le personnage le plus jeune, mais mentalement parlant, je trouve que c'est le personnage le plus fort, et j'ai un fait pour ce genre de personnage. Au début, quand tu rencontres Kagura, elle paraît comique. En fait, elle est comique, elle est un peu naïve, elle est un peu casse-pied, voilà. Tu te dis, bon, ok, c'est un comic relief. Mais plus tu apprends à la connaître, plus tu vois ses interactions avec les autres, et plus tu t'attaches à elle, parce que tu vois à quel point c'est un personnage hyper émouvant, hyper fort, hyper courageux, et aussi sa pureté transparaît dans des petits épisodes où en fait, comme elle est encore jeune, tu vois, mais qu'elle n'a pas pu profiter vraiment de sa jeunesse, de son enfance à cause de son contexte familial, bah elle va un peu apprécier les petits plaisirs de la jeunesse, par exemple avoir son premier téléphone portable, avoir un joli parapluie et tout. Et en fait ces petits plaisirs, c'est tellement pur, c'est mignon, mais quand tu le lis avec son histoire, tu te dis c'est triste aussi, et en même temps c'est poignant de voir qu'elle s'efforce, elle s'attache, elle se rattache à ces petits plaisirs là qu'elle n'a pas pu avoir. Le fait qu'elle persévère à apprécier ce genre de petits plaisirs, c'est tellement une leçon de vie, mais pas moralisatrice et pas lourde, c'est juste tellement doux, tellement poétique limite, et c'est juste tellement beau. Même si elle est jeune, elle arrive à faire prendre conscience aux autres personnages qui sont plus vieux, qui sont des adultes, de la valeur de beaucoup de choses. Elle arrive à illuminer leur vie, à les faire relativiser sur des choses, mais à travers des petits épisodes, à travers des actions, à travers sa présence, à travers des petites paroles, mais c'est pas lourd et c'est juste, c'est tellement naturel. Elle arrive à trouver une famille, un found family sur Terre, mais elle n'oublie pas sa famille biologique, et c'est elle qui va s'efforcer de rattacher les liens, de conserver, de reconstruire ce foyer biologique. Elle aurait pu tellement genre s'en foutre, genre tu sais, elle aurait pu laisser ça, mais non, elle veut les sauver, elle veut les aider parce qu'elle les comprend. C'est un truc de dingue parce que Kagura, elle a une empathie, elle a une compassion que tu soupçonnes pas vraiment au début parce qu'elle a l'air assez naïve et tout, elle est très enfantine, mais non, elle arrive à comprendre la souffrance intériorisée des autres sans que les autres se confient, et c'est tellement beau. Tu te dis cette maturité, et bref, vraiment Kagura, meilleur personnage, meilleure héroïne ever, et je vous conseille Gintama, même si c'est très long, mais il y a des personnages comme ça très surprenants qui ont une profondeur qui peut vous toucher, à commencer notamment par le héros par exemple, et voilà, incroyable. Ah, j'ai fini, j'espère que j'ai pas oublié beaucoup de choses, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces personnages à travers les romans, les mangas. Si vous avez des personnages féminins préférés en particulier, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours super intéressant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça a été intéressant, et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos de ce genre qui me sont très précieuses, très chères et très importantes. Voilà, à bientôt peut-être, j'espère. Salut!